Le sous-marin Argonaute 7 a disparu silencieusement durant l'hiver 2001, à environ 120 km des côtes ouest de la France. Aucun appel de détresse n'a été émis, ni aucune panne technique enregistrée. Il a tout simplement disparu des écrans radars, comme englouti par l'Atlantique. Le navire appartenait à une division peu connue de la marine française, spécialisée dans les missions de surveillance des grands fonds. Officiellement, sa dernière mission consistait à cartographier une zone d'instabilité géologique près du golfe de Gascogne. Mais parmi l'équipage, une autre version circulait. Quelque chose gisait au fond de l'océan, invisible sur les cartes. Le commandant Étienne Morel était réputé pour sa discipline quasi obsessionnelle. Il exigeait silence, précision et obéissance absolue. Pour lui, le sous-marin était le prolongement de son propre corps, et la moindre erreur était perçue comme un échec personnel. À l'inverse, le chef mécanicien Luc Garnier était impulsif, curieux et outrepassait fréquemment les limites en cherchant des réponses qui n'avaient pas été officiellement demandées. Dans la dernière transmission enregistrée, la voix de Morel était ferme, mais empreinte d'une tension inhabituelle. Profondeur maintenue, capteur détectant des interférences. Nous poursuivons notre descente. Après cela, plus rien. Les recherches commencèrent immédiatement. Des navires, des hélicoptères et même des drones sous-marins furent dépêchés sur place. Pendant des semaines, l'océan fut ratissé. Aucune épave. Aucune trace d'explosion, aucune nappe de pétrole. C'était comme si le sous-marin n'avait jamais existé. Des mois plus tard, l'opération fut close. L'affaire fut classée. Les familles reçurent des condoléances officielles et un silence institutionnel plus troublant que n'importe quelle explication. Parmi ces familles se trouvait Claire Morel, la fille du commandant. Contrairement aux autres, elle refusa le classement de l'affaire. Journaliste d'investigation, elle passa l'année suivante à reconstituer le puzzle. Rapports incomplets, enregistrements tronqués, témoignages contradictoires. Elle remarqua une étrange régularité. Tous les documents relatifs à la mission de Argonaute 7 y avaient des lacunes. Des sections entières avaient été supprimées. Les coordonnées avaient été modifiées. Les dates étaient incohérentes. Et il y avait autre chose. Un enregistrement sonar, ignoré dans le rapport officiel, a révélé une anomalie détectée quelques minutes avant la disparition. Il ne s'agissait ni d'une formation rocheuse, ni d'un autre véhicule. C'était quelque chose qui semblait réagir. Claire a transmis ces informations à un ancien opérateur de sonar de la marine, retraité suite à un incident inexpliqué. Après avoir entendu l'enregistrement original, il est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Puis il a simplement dit « Ce n'est pas un écho, c'est un rythme ». Avant que Claire ne puisse insister pour obtenir des réponses, il a refusé de poursuivre. Il lui a demandé d'oublier cette affaire. Mais elle n'a pas oublié. Un an après la disparition, en janvier 2002, un navire de recherche civile opérant dans la même région a capté un signal inhabituel. Il ne s'agissait pas d'un appel de détresse conventionnel, ni d'un signal suivant un protocole connu. C'était un schéma répétitif. 3 temps, pause, 2 temps, longue pause. L'équipe a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un bruit mécanique, mais l'un des techniciens a insisté pour l'enregistrer. Après une analyse plus approfondie de l'enregistrement audio, ils se sont rendus compte que le son ne provenait ni de la surface, ni d'un autre navire. Cela venait d'en bas, bien plus bas. La profondeur estimée a dépassé la limite opérationnelle de Argonaute 7, et puis quelqu'un a fait le lien. Le schéma de frappe était identique au code interne utilisé par les sous-mariniers français en cas de panne totale de communication. On frappait à la porte. Je demande de l'aide. Claire a été informée par une source anonyme au sein de la marine. Elle a reçu l'enregistrement audio accompagné d'un seul message. Ils ne veulent pas que cela soit révélé. Elle écouta le fichier en boucle. Chaque mesure semblait calculée, intentionnelle, désespérée. Mais quelque chose clochait. Le code indiquait les survivants. Le temps nous en a dit autrement. Aucun sous-marin ne pourrait assurer la survie pendant une année entière dans les profondeurs de l'océan.
À moins qu'il n'ait jamais été complètement mort, Claire décida de se rendre sur place avec l'équipe du navire de recherche, contre l'avis des autres, contre des ordres indirects et malgré sa propre peur. La première nuit en mer, le son est revenu, plus fort, plus près. Cette fois, ce n'était pas seulement l'équipement qui l'a capturé, on l'a entendu. Un des membres d'équipage, pâle, désigna la coque du navire. Un silence s'installa sur le pont. Puis, on entendit le son. 3 coups. Cassé. 2 coups. Mais il y avait maintenant quelque chose de plus. Après l'impact final, un lent grattement parcourut la coque, comme si quelque chose glissait à la recherche d'un point d'entrée. Claire n'a rien dit. Mais à ce moment-là, elle a compris. Ce n'était pas simplement un appel à l'aide, c'était une réponse. Et peut-être n'était-elle pas humaine. Le navire de recherche Aurore 2L n'était pas conçu pour gérer ce genre de situation. Sa fonction était scientifique, collecte de données, analyse géologique, étude des courants océaniques. Rien dans ces protocoles ne mentionnait d'impact provenant des profondeurs, ni de signaux de détresse résonnant à travers la coque. Pourtant, ce matin-là, tous ceux qui étaient à bord savaient que quelque chose avait changé. Le capitaine Henri Valois garda une attitude inflexible, s'efforçant de maintenir le calme. Il ordonna des vérifications techniques, des tests d'équipement et des inspections externes à l'aide de caméras sous-marines. Tout devait trouver une explication logique, une défaillance structurelle, des interférences acoustiques, voire une mauvaise blague impliquant un drone inconnu. Mais les images capturées par les caméras n'ont pas été utiles. Sous le navire, l'océan paraissait trop dense, presque opaque. Les projecteurs pénétraient à peine de quelques mètres, avant d'être engloutis par une épaisse obscurité. Aucune vie marine n'était visible. Pas même de simples particules en suspension. C'était comme si cette partie de l'océan était vide. Claire observait tout attentivement, toujours son enregistreur à la main. Elle posait rarement des questions à voix haute, mais elle notait chaque réaction, chaque hésitation. Elle savait que souvent le silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Parmi l'équipage, un nom se démarqua. Julien Roche, opérateur système chargé de la lecture des signaux acoustiques. Contrairement aux autres, il ne semblait pas surpris, mais plutôt mal à l'aise, comme quelqu'un qui reconnaît un schéma qu'il préférerait ignorer. Lors d'une analyse plus approfondie, Julien a pris Claire à part, en privé. Sans plus tarder, il a repassé l'enregistrement des coups. « Vous vous en rendez compte ?» demanda-t-il. Claire écoutait attentivement. Le rythme était là. 3 temps, une pause, 2 temps. Mais, en arrière-plan, presque imperceptiblement, se détachait une seconde couche sonore. Quelque chose d'irrégulier, désynchronisé par rapport au rythme principal. Julien a isolé le son. Ce qui semblait auparavant être du bruit s'est avéré être une respiration. Ni humain, ni mécanique. Quelque chose entre les deux. Claire ressentit un malaise immédiat, mais garda son sang-froid. Elle se demanda d'où cela pouvait provenir. Julien hésita avant de répondre. Du même endroit que les autres. Entre-temps, le capitaine Valois recevait des communications de plus en plus fréquentes en provenance de la côte. Les autorités maritimes exigeaient des rapports constants. Certains messages étaient codés et parvenaient en dehors des voies officielles. On subissait des pressions pour mettre fin à la mission. Mais Valois résista, non par courage, mais par entêtement. Il avait passé sa vie en mer et en connaissait les dangers. Cela ne ressemblait pas à un danger ordinaire. Cela ressemblait à un avertissement. Le lendemain après-midi, ils décidèrent d'envoyer un drone submersible sous-marin. L'appareil descendit lentement, transmettant des images en temps réel à la salle de contrôle. Les premiers mètres ne révélaient que l'obscurité. Puis, la vérité a commencé à se dévoiler. Des formations rocheuses irrégulières, de profonds sillons, comme si quelque chose avait traîné d'énormes structures sur le fond marin. Aucun signe du sous-marin n'était visible, jusqu'à ce que la caméra capte un reflet métallique au loin. La tension monta immédiatement. Le drone s'est approché. C'était Argonaute 7, ou ce qu'il en restait. La structure était intacte, mais déformée, comme si elle avait été comprimée par une force extérieure et, en même temps,
impossible à maintenir fonctionnel. Quelques lumières clignotaient encore faiblement. Claire retint son souffle. 1 an. Il était là depuis 1 an, et il restait encore de l'énergie. Julien a agrandi l'image de l'écoutille principale. Il y avait des marques, des rayures profondes, concentrées autour de l'ouverture, comme si quelque chose avait essayé d'entrer ou de sortir. Puis le son est revenu. Même à travers les images silencieuses, les capteurs ont capté les battements de cœur. 3, cassé. 2. Mais cette fois-ci, il y avait une variante. Un 6e temps, plus faible, presque hésitant. Julien a figé la vidéo. Cela ne fait pas partie du code. Avant que quiconque puisse réagir, la caméra du drone a subi une interférence soudaine. L'image s'est déformée, des lignes ont traversé l'écran et, pendant un bref instant, quelque chose est apparu à côté du sous-marin. Sens unique, non défini. Trop gros pour être une épave, trop rapide pour être identifié. Et puis, il a disparu. Le drone a perdu le signal pendant quelques secondes avant de se stabiliser à nouveau. Lorsque l'image est réapparue, quelque chose avait changé. L'écoutille de Argonaut 7C était ouverte. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Claire regarda Julien, qui ne cachait plus sa peur. « Si quelqu'un est là-dedans » commença-t-elle. Julien l'interrompit, presque en chuchotant. « Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Les capteurs restaient actifs, captant les moindres variations de l'environnement, de légères variations de pression, de subtiles vibrations, comme si quelque chose se déplaçait lentement autour du navire. J'observe, en attendant. » Claire retourna sur le pont peu avant l'aube. La mer était trop calme, reflétant un ciel pâle et sans vent. Pendant quelques secondes, tout sembla normal, jusqu'à ce qu'il l'entende à nouveau, ne provenant pas de la coque, mais depuis l'eau. Les bruits sourds résonnaient maintenant directement depuis la surface, comme si quelque chose était remonté à la surface. 3, cassé. 2. Claire recula d'un pas. Et puis, il a compris. Je n'étais pas seul. Quelque chose avait émergé silencieusement, à quelques mètres du navire. Cela ne faisait pas de vagues, elle ne réfléchissait pas la lumière, mais elle était là. Et cette fois, je ne demandais pas d'aide, j'attendais une réponse. L'aube a apporté la lumière, mais pas le soulagement. La présence dans l'eau disparut aussi silencieusement qu'elle était apparue, mais elle laissa une trace. Une tension constante, presque physique, qui imprégnait chaque geste de l'équipage. Personne ne fit de commentaires directs, mais tous se mirent à agir avec une prudence excessive, comme si le moindre bruit pouvait provoquer une réaction indésirable. Le capitaine Valois ordonna le retrait temporaire de tout équipement extérieur. Aucun nouveau drone ne serait envoyé avant une évaluation complète de la situation. Officiellement, il invoqua une instabilité des capteurs. En réalité, il gagnait du temps. Claire a immédiatement exprimé son désaccord. Elle a insisté pour que des mesures soient prises, en utilisant l'argument le plus évident. S'il y avait la moindre chance de retrouver des survivants dans Argonaut, chaque seconde comptait. Mais son insistance se heurta à la résistance non seulement du capitaine, mais aussi d'une partie de l'équipe. Julien, qui avait auparavant collaboré avec elle, évitait désormais tout contact direct. Lorsqu'ils ont finalement été contraints de parler, il a été direct. « Toi, tu penses encore au sauvetage. Moi, plus du tout. » Claire ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle posa l'enregistreur sur la table et passa le dernier enregistrement effectué tôt le matin. Le rythme était là. Mais parmi eux, quelque chose de nouveau. Un motif irrégulier, presque comme une tentative d'imitation imparfaite. Julien ferma les yeux un instant. Voilà ce que nous apprenons. La phrase planait dans l'air comme une sentence. Pendant ce temps, sous la surface, quelque chose continuait de bouger. Au fil de la journée, les capteurs du vaisseau ont commencé à enregistrer des changements plus nets. Il ne s'agissait plus de variations subtiles. On constatait des déplacements de masse. Un objet imposant orbitait lentement autour du vaisseau, Aurore 2, en maintenant une distance constante, comme un prédateur étudiant le comportement de sa proie.
En début d'après-midi, une nouvelle décision a été prise. Malgré les risques, le capitaine a autorisé le déploiement d'un deuxième drone, cette fois avec un protocole de retour automatique immédiat au moindre signe d'interférence. La descente fut plus rapide que la précédente. L'équipe a observé en silence. L'image révéla à nouveau le fond de l'océan, mais quelque chose avait changé. Le Argonaut 7 n'était plus dans la même position. Aucun signe de déplacement naturel, aucune trace au fond de la mer. C'était comme s'il avait été repositionné, délibérément, plus près. Beaucoup plus près du point où le navire était ancré. Claire sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas possible. Julien a agrandi l'image. La trappe est restée ouverte. Mais maintenant, il y avait du mouvement. Une ombre traversa rapidement l'intérieur de l'ouverture. Il ne suffisait pas d'identifier la forme ou la taille, mais cela a suffi à confirmer une chose. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Le drone avançait lentement, s'approchant de l'entrée du sous-marin. Les lumières éclairaient partiellement l'intérieur. Couloirs étroits, matériel endommagé, surface recouverte d'une couche organique sombre qui n'a rien à faire là. Et puis, une main ou quelque chose qui y ressemblait. Elle est apparue au bord de l'écoutille. Les doigts, trop longs, trop fins, agrippèrent le métal comme pour en tester la résistance. Claire recula instinctivement d'un pas. Sur l'écran, la main disparut aussi vite qu'elle était apparue, mais le son est arrivé peu après. Cette fois, pas à cause des capteurs, mais par le biais des haut-parleurs intégrés au drone. 3 coups, cassés, 2. Et puis, pour la première fois, une voix, déformée, fragmentée, mais indéniablement humain. « Aïe, oui. » Le silence qui suivit fut absolu. Claire regarda autour d'elle. Personne ne bougeait. Personne ne pouvait respirer correctement. La voix provenait de l'intérieur du sous-marin. Au bout d'1 an, Julien se mit à taper rapidement, essayant de stabiliser l'audio et d'éliminer les interférences. Mais plus il isolait le son, plus il devenait évident que quelque chose n'allait pas. L'intonation ne correspondait pas au schéma naturel de la parole humaine. C'était comme si les mots s'assemblaient, morceau par morceau, savants, testés. Avant qu'une décision puisse être prise, le drone a subi une panne soudaine. L'image trembla violemment. Pendant un bref instant, quelque chose a rempli tout l'écran. Une forme allongée, texture irrégulière, et les yeux. Beaucoup. Réfléchirent la lumière directement vers la caméra. Le signal a été coupé. Cette fois, c'est certain. Sur le pont, l'impact fut immédiat. Le capitaine Valois ordonna au navire de s'éloigner de la zone. Moteur activé, ancre récupérée. Mais avant qu'il ne puisse prendre de la vitesse, toute la coque s'est mise à vibrer. Un succès, fort, profond, venant d'en bas. Claire a perdu l'équilibre un instant. Un autre succès, plus près. Comme si quelque chose suivait les mouvements du navire, par en dessous. Julien a couru vers les capteurs. Le déplacement est une réalité parmi nous. 3e coup. Cette fois, sur le côté. Quelque chose avait changé de position. Trop rapide, trop fort. Le son n'était plus seulement un bruit d'impact. Ça traînait en longueur, comme si quelque chose longeait la coque. À la recherche. Puis le schéma est réapparu, mais pas par l'intermédiaire des capteurs, pas par les haut-parleurs, directement sur la structure du navire. 3 coups, cassés, 2, et puis plusieurs battements chaotiques, excités, comme s'il y avait plus d'une origine. Claire sentit son estomac se nouer. « Il n'y en a pas qu'un » murmura-t-elle. Julien n'a pas répondu. Il fixait l'écran, le visage pâle. Les capteurs indiquaient désormais plusieurs points de mouvement. Recherche ou navigation, leur nombre augmente. Synchronisation en cours, apprentissage. Et puis, pour la première fois, le schéma a complètement changé. Les coups ont cessé. Un silence absolu s'installa. Pendant quelques secondes, tout resta immobile, jusqu'au début d'une nouvelle série. Ralentissez, plus précis, comme un message soigneusement élaboré. Julien traduisit à voix basse, presque incrédule, « Nous sommes ici, dehors ». Claire ferma les yeux un instant, et il comprit. Ils ne demandaient plus d'aide. Ils avaient réussi à remonter à la surface.
La panique n'est pas survenue immédiatement. Il était composé de plusieurs couches. D'abord, le silence qui suivit le message, puis la prise de conscience collective que, quoi que ce soit, l'entité avait appris à communiquer. Et enfin, l'inévitable conclusion, il n'était plus confiné au fond de l'océan. Le capitaine Valois prit les rênes avec une rigidité quasi artificielle. Il ordonna de taire toute information au sein de l'équipage et interdit toute transmission extérieure sans son accord. Officiellement, il invoqua un risque d'hystérie collective. En réalité, il craignait quelque chose de plus grave, que l'équipage soit à l'écoute. Claire comprit rapidement qu'on lui cachait autre chose. En consultant les fichiers internes du navire, il découvrit un blocage récent d'une partie du système de communication, une situation non prévue par les protocoles civils. Cela indiquait une ingérence extérieure, une ingérence militaire. Confronté à la question, Valois ne l'a pas nié. Il n'a fallu que quelques secondes avant qu'il ne réponde. La marine en savait toujours plus qu'elle ne le laissait paraître. Cette déclaration a ouvert une nouvelle piste d'enquête. Claire a commencé à recouper les données recueillies au cours de l'année écoulée avec des incidents maritimes apparemment isolés, disparition de petits navires, panne inexpliquée d'équipements sous-marins, signalement de bruits inhabituels, captés par des pêcheurs au large des côtes françaises. Pris séparément, ils n'avaient aucune importance. Ensemble, ils ont formé une tendance croissante depuis la disparition de Argonaut 7. Pendant ce temps, Julien approfondissait l'analyse des signes. Il a entrepris de reconstituer les enregistrements du premier contact. En ralentissant le son et en supprimant les interférences, il a découvert quelque chose d'inquiétant. Ces coups n'étaient pas uniquement destinés à communiquer, il s'agissait d'imitation progressive. Dans les premiers enregistrements, le rythme était irrégulier, presque instinctif. Avec le temps, il est devenu plus précis, se rapprochant du rythme humain, jusqu'à atteindre le stade actuel, où ils étaient déjà capables de formuler des messages simples. Mais il y avait autre chose. Une seconde structure rythmique plus profonde est présente dans tous les enregistrements. Ralentissez, pluvieux. Claire écoutait avec lui. Cela ne ressemblait pas à un code. On aurait dit une coordination. Comme si les rythmes principaux n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, révélant quelque chose de bien plus vaste. Parallèlement, une tension parallèle se développait au sein de l'équipage. Marc Lefebvre, technicien de maintenance, a commencé à avoir un comportement erratique. Il affirmait entendre des sons même lorsque les capteurs étaient éteints. Il décrivait des bruits de coups provenant des murs et des réactions lorsqu'il parlait à voix basse. D'abord ignoré, Marc a finalement été pris au sérieux lorsqu'il a reproduit, sans avoir accès aux enregistrements, le rythme correct de 3 et de temps. Il a insisté sur une chose, ils ne sont pas seulement à l'extérieur. Cette même nuit, Claire décida d'explorer une autre possibilité. Si cette chose avait appris à imiter les humains, jusqu'où cette imitation pourrait-elle aller? Elle a revisité l'histoire complète de l'équipage de Argonaut 7 nonces, rôles, dossiers médicaux, évaluations psychologiques. Un détail a attiré son attention. Luc Garnier, l'ingénieur en chef, classée comme très compétente, mais avec des remarques récurrentes concernant un comportement obsessionnel en relation avec des schémas et des structures. Il avait dirigé l'analyse initiale de l'anomalie détectée avant la disparition. Et selon un rapport partiellement expurgé, il a été le premier à suggérer que cela apportait une réponse. Claire a retrouvé un fragment d'un ancien enregistrement, fragmenté et presque perdu. La voix appartenait à Luc. Ce n'est pas seulement un phénomène, c'est une réaction, c'est un ajustement. L'enregistrement audio s'est interrompu brusquement. Julien écouta cela avec une attention extrême. S'il avait compris avant les autres, commença-t-il. Claire a ajouté « Peut-être fut-il le premier à être compris en retour. » Alors que ces éléments commençaient à s'assembler, une nouvelle intrigue secondaire a émergé dans le présent. Les systèmes du navire ont commencé à dysfonctionner de manière sélective. Rien du tout, rien de définitif, toujours partial.
toujours stratégique. Les portes automatiques se verrouillaient quelques secondes avant de se déverrouiller. Les lumières clignotaient en séquence, comme suivant un motif invisible. Les systèmes de communication s'activaient et se désactivaient sans intervention humaine. Julien remarqua quelque chose d'inquiétant. Les schémas de défaillance correspondaient aux séquences de battements précédemment enregistrées. Ce n'était pas qu'une simple imitation. J'étais en interaction. Apprendre comment fonctionne l'environnement, s'adapter. Et puis vint la découverte la plus troublante. Lors d'une inspection interne, ils ont trouvé de l'eau, pas en grande quantité, mais dans des endroits où il ne devrait pas y avoir d'infiltration. Petites flaques d'eau, égouttage. Comme si l'océan se frayait lentement un chemin vers l'intérieur. L'ingénieur responsable a juré qu'il n'y avait aucun défaut structurel. Mais Claire ne raisonnait plus en termes structurels. Elle réfléchissait à l'intention. Le lendemain matin, Marc avait disparu. Pas d'alarme, aucune sortie enregistrée. Sa chambre était intacte, à un détail près. Il y avait des marques sur le mur à côté du lit. 3 coups, cassés, 2. Et ci-dessous, une nouvelle séquence, irrégulier, incomplet. Comme si elle recevait un enseignement, ou corrigé. La recherche a été immédiate. Couloir, compartiment, salle des machines. Rien, jusqu'à ce que quelqu'un vérifie les caméras internes, et il a trouvé quelque chose. Pendant quelques secondes, un enregistrement a montré Marc dans le couloir principal, arrêté, propriété. Regardez quelque chose hors du champ de la caméra, puis il s'est heurté au mur, 3 fois, cassé, 2, et puis il a répondu quelque chose d'inaudible. Après cela, il est sorti du champ de vision. Et il ne réapparut jamais. Claire a visionné l'enregistrement plusieurs fois. Il n'y a eu aucune résistance. Il n'y avait pas de peur. Il y a eu de la reconnaissance. Julien éteignit lentement l'écran. « Le schéma est complet », a-t-il déclaré. Claire fronça les sourcils. « Comme ça ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ils n'apprennent plus seulement de nous. » Il fit une pause. « Maintenant, nous commençons à apprendre d'eux. » Sur le pont, la mer restait calme. Mais sous la surface, le mouvement était constant, plus près, plus coordonné, plus présent. Et pour la première fois depuis le début, cela ne ressemblait plus à un siège. Cela ressemblait à des préparatifs. Le changement s'est produit sans prévenir. Jusque-là, tout laissait présager proximité, apprentissage, adaptation. Mais cette nuit-là, pour la première fois, quelque chose franchit la frontière invisible qui séparait encore l'extérieur de l'intérieur. Il ne s'agissait pas d'une invasion violente. C'était subtil, quasiment imperceptible. Claire l'a remarqué en premier. J'étais dans la régie, en train de réécouter les enregistrements de Marc pour la 100e fois, à la recherche du moindre détail qui m'aurait échappé. L'image granuleuse montrait toujours la même séquence, lui immobile, écoutant, répondant, puis s'éloignant. Mais lors de cette répétition en particulier, quelque chose a changé. Pas sur l'image. Eh bien, oui, un nouveau bruit. Très bas. Presque un murmure. Elle a augmenté le volume, fréquence isolée. Et puis il a écouté. Ce n'était pas une voix claire. C'était une tentative, fragment de mots, déconnecté, mais reconnaissable. Claire, le nom paraissait déformé, comme s'il avait été reconstitué à partir de différents enregistrements. Elle s'est figée. Il a été rejoué. Le son était là. Appel. Pas au rythme des beats, mais directement, par la voix. Julien entra dans la pièce quelques secondes plus tard, comme s'il avait pressenti que quelque chose n'allait pas. Claire n'a rien dit. Elle a simplement montré l'enregistrement audio. Il a entendu. Et pour la première fois depuis le début, il perdit complètement son sang-froid. « Ça ne vient pas du fond du baril », a-t-il déclaré. Cela venait de l'intérieur du système. La conséquence fut immédiate. Cela ne se passait plus seulement à l'extérieur. D'une manière ou d'une autre, j'étais déjà à l'intérieur. Au même moment, sur le pont inférieur, un autre événement se déroulait. L'une des trappes de maintenance, normalement fermée, était entr'ouverte. Aucun signe d'effraction n'a été constaté. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Il suffit d'ouvrir.
Le compartiment donnait sur une zone partiellement inondée, utilisée pour les inspections extérieures. À leur arrivée sur place, les membres de l'équipe avaient de l'eau jusqu'aux chevilles, et les marques, aucune empreinte, mais les sillons, longs, irréguliers, comme si quelque chose qui n'était pas censé marcher s'était glissé à l'intérieur. Le capitaine Valois ordonna l'isolement immédiat de la zone. Mais il était trop tard. Les défaillances du système ont commencé à s'intensifier. Portes qui s'ouvrent sans contrôle. Les lumières s'éteignent les unes après les autres. Les communications internes étaient activées par un bruit parasite, qui commençait à nous sembler familier. Rythme. Mais il venait de l'intérieur du navire. Claire et Julien ont couru jusqu'au terrain d'entraînement principal. Les capteurs internes détectaient des mouvements, mais pas à un point fixe. En plusieurs endroits, court séjour, dispersés, comme si plusieurs présences se déplaçaient dans les couloirs, évitant d'être repérées directement. « Ça n'a pas de sens », murmura Julien. « S'ils étaient physiques, les capteurs thermiques détecteraient... » Il s'est arrêté au milieu d'une phrase. Les capteurs thermiques indiquaient quelque chose, mais pas de forme définie, juste des variations, chute soudaine de température, comme des zones froides qui se déplacent lentement. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne s'agissait pas seulement de déménager. Cela se manifestait de différentes manières. Et puis vint la révélation. L'un des systèmes d'enregistrement automatique a commencé à lire un fichier tout seul. Aucun ordre n'avait été donné. L'écran s'est illuminé. Il s'agissait d'un enregistrement interne de Argonaut 7. Date, le jour de la disparition. La qualité était médiocre, mais suffisante. La vidéo montrait l'intérieur du sous-marin dans ses derniers instants. Les membres d'équipage courent. Les lumières clignotent. Alarme. Et pas de centre. Luc Garnier. Arrêté. Regardez quelque chose hors du cadre. Puis il a commencé à frapper. 3 fois. Cassé. 2. Mais contrairement aux autres disques, quelqu'un a répondu. Depuis l'intérieur du sous-marin. Pas de l'extérieur. La caméra a tremblé. Et pendant un bref instant, quelque chose apparut derrière Luc. Pas une créature, mais c'est une distorsion, comme si l'espace autour de lui se pliait. L'enregistrement s'est figé, puis il s'est avancé brusquement. Luc était maintenant plus près de la caméra. Son visage est différent, non déformé, mais vide, comme si quelque chose apprenait à s'exprimer. Il a parlé, sans émotion, sans hésitation. Ils ne sont pas là. L'écran est devenu noir pendant 1 seconde, puis il est revenu. Mais ce n'était plus le passé, c'était le cadeau. La caméra montrait un couloir d'Aurore 2, vide, pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse dans le cadre. Mouillé, mouvement irrégulier, mais humain. Claire recula d'un pas. Ce n'est pas possible. La silhouette leva lentement le visage. C'était Marc. Ou quelque chose utilisant Marc. Ses yeux reflétaient mal la lumière. Trop profond. Trop vide. Il s'est rapproché de la caméra, et puis ça a fait tilt, 3 fois. Casser, 2, mais cette fois, elle a souri. Et il parla de la même voix déformée qu'il avait utilisée pour appeler Claire quelques minutes auparavant. Maintenant, nous pouvons entrer. Le système s'est arrêté de lui-même. Silence. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Julien rompit alors le silence, de la voix la plus basse que Claire ait jamais entendue. Le sous-marin n'a pas disparu. Il déglutit difficilement. Il a ouvert la voie. Claire sentit le poids de la vérité s'abattre sur elle. Ce n'était jamais un accident. Il ne s'agissait jamais d'une disparition. C'était le premier contact. Et le Argonaut 7, c'était la porte. L'impact de cette révélation ne s'est pas manifesté par des cris ou un chaos immédiat. C'est arrivé comme une paralysie. Pendant quelques minutes après l'enregistrement, personne dans Aurore 3L semblait capable de réagir. L'image de Marc, ou de ce qui utilisait son apparence, restait gravée dans les esprits. Ce n'était pas seulement sa présence qui était terrifiante, c'était l'intention. Cela n'a pas été perdu. Je n'étais pas confus. J'étais conscient. Le capitaine Valois fut le premier à agir.
Il ordonna le confinement total de l'équipage dans les parties supérieures du vaisseau. Les couloirs inférieurs furent condamnés manuellement malgré les pannes des systèmes. Personne ne devait se déplacer seul. Personne ne devait réagir au bruit provenant des murs, des haut-parleurs, ni d'aucune autre source sonore. La règle était simple. Si quelqu'un vous appelle par votre nom, ne répondez pas. Claire comprit immédiatement que cela ne suffirait pas. Le problème n'était plus seulement physique, c'était cognitif. Ils étaient confrontés à un organisme capable d'apprendre les schémas humains, le langage, le comportement, les réactions émotionnelles. Et plus l'exposition se prolongeait, plus ils fournissaient de données. Mais ils ont enseigné, Julien l'a confirmé peu après. En analysant les dernières interactions, il remarqua que les réponses des entités étaient devenues plus rapides et plus précises. Il n'y avait plus de longs silences entre le stimulus et l'imitation. L'adaptation fut alors quasi immédiate. « Nous accélérons leur apprentissage », a-t-il déclaré sans ambages. Claire a pris une décision difficile à ce moment-là. Il a ordonné l'arrêt de tous les systèmes audio non essentiels. Aucun enregistrement. Reproduction interdite. Rien qui puisse servir de référence. Mais il était trop tard pour le contenir complètement. Quelques minutes plus tard, une voix résonna dans les couloirs. Pas par les haut-parleurs, directement dans l'espace, faible, suivant, familier. En entendant cela, Sophie Laurent, une des membres de l'équipage, est tombée à genoux. C'était la voix de son fils. Appelle, pleure, je demande de l'aide. Elle a essayé de résister, il a essayé de suivre les ordres, mais le son était parfait, trop détaillé, trop émotif. Elle a couru, personne n'a réussi à l'arrêter à temps. Il a disparu lorsque nous avons emprunté le couloir inférieur. Les recherches ont commencé immédiatement, mais tout le monde savait déjà ce qu'ils allaient trouver, ou plutôt, ce qu'ils ne trouveraient pas. Claire observait tout cela avec un sentiment d'urgence croissant. Le schéma était désormais clair. Ces entités ne se sont pas contentées d'imiter. Ils étaient en train de sélectionner. Ils ont choisi des voix à forte charge émotionnelle. Ils ont utilisé des souvenirs contre leur propre source. Il ne s'agissait pas d'un apprentissage passif. C'était une stratégie. Entre-temps, Julien commença à remarquer un autre changement. Des systèmes qui avaient auparavant connu des défaillances erratiques commençaient désormais à montrer de l'ordre, séquence organisée. Ouverture des portes en réaction en chaîne. L'éclairage s'allume le long de parcours spécifiques, comme si le navire était en train d'être cartographié. Pas structurellement, mais fonctionnellement. Ils sont en train de comprendre comment se déplacer ici, a-t-il dit. Le capitaine Valois tentait de garder le contrôle, mais son autorité commençait à s'effriter. Certains membres d'équipage voulaient abandonner le navire immédiatement, mettre à l'eau des canaux de sauvetage et tenter de rejoindre la côte par leurs propres moyens. D'autres pensaient qu'aller en haute mer serait encore pire. Claire savait que les deux options étaient risquées, mais il y avait un problème plus grave. Il ne savait plus où il se trouvait, ou combien il y en avait. La confirmation est arrivée de façon brutale. L'un des capteurs internes, encore fonctionnel, a détecté un mouvement dans l'un des compartiments étanches. L'équipe a été envoyée sur place avec une extrême prudence. Armes improvisées, lampes portables, silence absolu. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé quelqu'un, assis par terre, trempé, propriété. C'était Marc, ou encore quelque chose utilisant Marc. Cette fois, il n'a pas bougé immédiatement. Il resta là, comme s'il attendait. Claire a été appelée. À son arrivée, il trouva tout le monde paralysé, gardant ses distances. Marc leva lentement la tête. Ses yeux étaient fixés droit sur elle, sans hésitation, indubitablement. Reconnaissance totale. Il n'a pas frappé, il n'a pas imité. Il a parlé, clairement, plus qu'avant. Ça a pris du temps, Claire. Le son de son propre nom, désormais parfaitement prononcé, eut un effet immédiat. Cela avait évolué, bien plus que ce à quoi il s'attendait. Julien murmura « Ce n'est plus une imitation ». Claire s'avança, ignorant les protestations autour d'elle. Elle avait besoin de comprendre. « Combien êtes-vous » demanda-t-il.
Marc inclina légèrement la tête, un geste presque humain. « Ça dépend. » Il fit une pause, puis il a ajouté « Combien êtes-vous » Le silence qui suivit était plus lourd que tous les sons qui l'avaient précédé. Claire sentit que tout cela prenait sens. Ce n'était pas une réponse évasive, au sens littéral du terme. Ils étaient en train de les remplacer. Apprentissage, entrée et occupant. Avant même qu'on puisse réagir, les lumières du compartiment se mirent à clignoter. Une fois, deux, trois, et puis ils ont complètement disparu. Dans l'obscurité, le son revint, mais pas à partir d'un point précis. De tous côtés, rythmes, multiples, chevauchements, chaotiques, et parmi elles, des voix, mixtes, appels, chuchotements, répétition des noms. Lorsque les lumières se sont rallumées, quelques secondes plus tard, la porte est restée fermée là. Personne n'était parti, personne n'était entré, mais il avait disparu, encore. Claire prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle. Mais désormais, il n'y avait plus aucun doute. Cela ne se limitait pas aux formes physiques, même pas dans des espaces définis. J'étais sur le bateau, nos systèmes, dans les sons, et peut-être chez les gens. Elle regarda Julien. S'ils peuvent imiter et remplacer, il n'a pas terminé sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Julien termina, la voix sèche. Nous ne savons donc plus qui est encore humain. Sur le pont supérieur, la mer était encore calme, intacte, indifférent. Mais à l'intérieur du Aurore 2, la frontière entre l'équipage et l'envahisseur avait disparu. Et la véritable conséquence est finalement apparue clairement. Ils n'essayaient plus de survivre à ce qui se trouvait dehors. Ils essayaient de se survivre mutuellement. La rupture de confiance a été immédiate et irréversible. Après la seconde disparition de Marc, les regards se sont transformés. Les moindres gestes prenaient une importance démesurée, une réponse tardive, un regard prolongé, un silence inopportun. Tout peut avoir une signification ou quelqu'un d'autre. Le capitaine Valois tenta de rétablir l'ordre en imposant des protocoles de vérification stricts, questions personnelles, codes improvisés, souvenirs partagés. Mais Claire comprit rapidement le problème. C'est ce que j'apprenais, et maintenant, il savait probablement déjà tout ce qu'il savait. On ne peut pas confirmer une identité avec de simples informations, a-t-elle déclaré. Julien était d'accord. Il ne reste plus qu'à observer les comportements. C'est là que le changement a commencé. Claire abandonna son rôle d'observatrice. Jusque-là, elle avait enquêté, analysé et établi des liens. Désormais, elle devait agir. Et plus encore, j'avais besoin de penser différemment. Si ces entités étaient apprises par répétition, par défaut, alors la seule solution possible était de rompre le schéma. Faites du bruit. L'imprévisibilité. Elle a réuni les quelques membres d'équipage qui faisaient encore preuve de stabilité émotionnelle, ou du moins d'un contrôle suffisant pour suivre les instructions sans hésiter. Parmi eux se trouvait Julien, le capitaine Valois, et 3 autres membres d'équipage. Amélie, spécialiste des systèmes électriques, Pierre, opérateur de navigation, et Laurent, technicien de confinement. Claire a été directe. Nous cessons de réagir comme des êtres humains prévisibles. Sans longues explications, il commença à établir de nouvelles règles. Déplacement non linéaire dans les couloirs, communication exclusivement par signaux visuels improvisés. Aucun itinéraire ne se répète, aucun nom n'a été utilisé, et surtout aucune réponse immédiate aux stimuli. Si quelque chose vous appelle, attendez, toujours, même si cela semble réel. C'était risqué, mais nécessaire. Julien a ajouté une autre mesure. Il a complètement arrêté les systèmes centraux et a commencé à tout faire fonctionner manuellement, ce qui a engendré des retards et des incohérences dans le fonctionnement du navire. Des lumières qui ne suivaient aucun schéma. Des portes qui ne réagissaient pas 2 fois de la même manière. Des environnements dont la configuration changeait constamment. S'ils établissent une logique, supprimons-la, a-t-il déclaré. La réponse fut rapide. Dans les heures qui suivirent, les signaux émis par ces entités commencèrent à devenir instables.
Le rythme a perdu en précision. Les voix ont commencé à se chevaucher de manière désorganisée, comme s'ils essayaient de suivre le rythme et qu'ils n'y parvenaient pas. C'était la première fois que quelque chose jouait contre eux, mais le prix à payer ne s'est pas fait attendre. Le rang a disparu lors d'un transfert entre départements. Contrairement aux autres fois, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait aucune voix, il n'y avait aucune trace. L'absence en elle-même était le message. Ils étaient en train de s'adapter à nouveau, mais maintenant plus vite. Claire réalisa qu'ils étaient en pleine course. Chaque stratégie a fonctionné pendant une durée limitée. Chaque avantage était temporaire et chaque erreur est définitive. C'est alors qu'elle a eu une idée, risquée, presque irrationnelle, mais conformément à tout ce qu'ils avaient appris. « S'ils apprennent de nous », commença-t-il. Julien avait compris avant même qu'elle ait fini. On risque donc de mal l'enseigner. Le plan était simple en théorie, créer un faux schéma, quelque chose d'assez cohérent pour être appris, mais suffisamment incorrect pour entraîner un échec. Ils ont choisi leur propre code rythmique, le symbole de communication qui avait tout déclenché, mais ils l'ont changé. 3 coups, cassés, 2, et puis un 6e temps décalé, irrégulier. Cela n'a apparemment aucun sens. Ils ont répété cela à intervalles contrôlés. Sur les murs, dans les canalisations, dans les structures du navire, sans escale, sans explication. L'idée était de contraindre les entités concernées à reconnaître leur erreur, corrompre le modèle. Pendant un certain temps, ça a fonctionné. Les réponses ont commencé à inclure le temps supplémentaire, désorganisé. Hors rythme, les voix ont commencé à faiblir lorsqu'elles essayaient de reproduire des mots. Syllabes inversées, phrases incomplètes. C'était comme si quelque chose était désaligné. Claire y voyait une réelle possibilité. Pour la première fois, ils ne se contentaient plus de réagir. Ils exerçaient une influence. Mais ensuite, il y eut le coup d'État. Dans la salle de contrôle, l'un des moniteurs, qui aurait dû être complètement éteint, s'est allumé tout seul. Pas d'alimentation électrique centrale, aucune connexion active. L'image est apparue. Era claire, ou quelque chose d'identique. Sur l'enregistrement, le sujet regardait directement la caméra, sans expression. Impeccable, impeccable. Et puis, il prit la parole, parfaitement. Nous apprenons aussi de nos erreurs. L'écran a changé. Il a montré le groupe actuel, en temps réel, comme s'il était observé de l'intérieur. Chaque mouvement, chaque geste, chaque nouveau modèle est déjà enregistré. Julien resta immobile. Ils ne se contentent pas de copier, a-t-il déclaré. Ils sont en train d'optimiser. Le faux rythme commença à résonner dans tout le navire. Mais maintenant, c'est parfait, impeccable, impeccable. Pas de retard, il l'avait absorbé, corrigé et amélioré. Claire ressentit le poids de la situation avec une lucidité brutale. Il n'y avait plus aucun avantage, il n'y avait plus aucun retard dans l'apprentissage. Ils étaient au même niveau, ou pire. Un nouveau son emplit l'air, plus de coups à la porte, plus de voix fragmentées, mais des étapes coordonnées, synchronisées, en provenance de plusieurs couloirs. On s'approche. Julien regarda Claire. Ne pas paniquer, indubitablement. L'acceptation, tout simplement. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'apprendre. Il fit une pause. Et il a ajouté, « Maintenant, ils en savent assez. » Claire prit une profonde inspiration. Et pour la première fois depuis le début, elle a cessé de penser à survivre, et il a commencé à réfléchir à la manière de l'arrêter, même si cela signifiait ne pas partir. La décision a été prise discrètement, mais définitivement. Claire n'a pas annoncé le plan à haute voix. Il n'a pas expliqué tous les détails. Il a simplement réuni ceux qui restaient, Julien, Valois, Amélie et Pierre, et a commencé à agir. Il ne s'agissait plus de s'échapper. Si elle provenait du sous-marin, avait appris des humains et avait trouvé un moyen de remonter à la surface, alors elle n'aurait pas pu atteindre le rivage. Le Aurore de The Sea n'était plus un navire de recherche. C'était une barrière, et peut-être le dernier.
Claire conduisit le groupe jusqu'à la salle des machines secondaires, une zone isolée encore partiellement fonctionnelle. Julien avait déjà envisagé une possibilité extrême, surcharger le système de propulsion et les réservoirs de carburant pour déclencher une implosion contrôlée. Il ne s'agit pas d'une explosion superficielle, mais quelque chose allait entraîner le navire et tout ce qui l'entourait vers les profondeurs. Retour à la case départ. Si nous procédons correctement, tout se mettra en place, a déclaré Julien. Valois n'a pas hésité. Pour la première fois depuis le début, il ne l'a pas remise en question. Son autorité n'avait plus aucune importance. La mission, oui. Pendant que Julien et Amélie travaillaient à la reconfiguration des systèmes, Claire et Pierre étaient chargés d'une tâche tout aussi cruciale. S'assurer que rien et personne ne quitte le navire avant l'exécution. Cela impliquait de bloquer l'accès, d'entraver les voies d'évacuation et, surtout, pour faire face à tout ce qui tenterait de les arrêter. Les couloirs étaient différents maintenant. Il ne fait plus nuit. Mais ils sont occupés. Mouvement constant. Des ombres qui ne correspondaient pas à la lumière. Des figures qui disparaissaient lorsqu'on les regardait directement. Et parfois, des chiffres qui n'ont pas disparu. En se dirigeant vers le pont, Claire aperçut Sophie, ou quelque chose avec le visage de Sophie dessus. Arrêtez-vous au bout du couloir. Propriété, en attendant. Claire n'a pas arrêté, il n'a pas parlé. Elle a tout simplement dévié du chemin tracé, suivant le protocole qu'elle avait elle-même établi. Rompre les schémas. Ne réagissez pas. Mais en passant par là, il entendit la voix. Parfait, sans distorsion. Vous pouvez encore partir. Elle l'a ignoré. Il continua à marcher. Mais l'expression est restée, non pas comme une tentation. Pour votre information, il voulait que certaines personnes partent, se répandre, pour mettre à profit, au-delà du navire, ce qui avait été appris. Pierre, debout à côté d'elle, murmura « Il n'essaie pas de nous arrêter ». Claire répondit sans se retourner « Ils essaient de choisir qui reste ». De retour dans la salle des machines, les travaux progressaient. Julien était parvenu à activer un mode de surcharge manuel. Amélie connectait des systèmes qui ne devaient jamais interagir directement. C'était instable, dangereux. C'est irréversible. Une fois lancé, il était impossible de l'arrêter. Valois assuma l'ultime responsabilité, maintenir le cap du navire. Mais il y avait un problème. Les systèmes de navigation ne répondaient plus pleinement. Le contrôle était contesté. Sur l'écran, les coordonnées changeaient d'elles-mêmes. Les itinéraires sont en cours de réécriture. La direction change lentement. Non loin de la côte, mais plus près, ils étaient guidés. Claire a compris immédiatement. « Il y a encore quelque chose là-dessous », a-t-il dit. Julien la regarda. « Pensez-vous que tout cela soit encore lié au sous-marin » Elle a répondu sans hésiter. « Non, je pense que le sous-marin n'était que le début. » La conclusion fut un choc, si ce n'était pas simplement une entité, mais un système, un réseau. Détruire le navire ne suffira peut-être pas. Mais c'était la seule option possible. Soudain, les haut-parleurs, qui auraient dû être éteints, se sont allumés, et une voix s'est fait entendre dans l'atmosphère. Non fragmenté, pas plusieurs, un seul, Clara, contrôlée, Claire. Elle n'a pas répondu. « Vous comprenez déjà ?» poursuivit la voix. Cela ne s'arrête pas là. Julien a essayé de couper toute alimentation résiduelle, mais en vain, cela ne dépendait plus des systèmes. La voix poursuivit « Vous n'êtes pas le premier. » Une pause. Ils sont simplement les premiers à s'en rendre compte. Les lumières se mirent à vaciller, plus fort, plus rapide. Le navire tout entier vibrait maintenant, mais pas à cause d'une erreur, par mouvement externe, quelque chose d'important, trop grand. Approche par le bas. Valois cria depuis le poste de commandement. Nous avons un déplacement massif sous la quille. Claire sentit le sol trembler sous ses pieds. Mais il n'a pas reculé. Elle se contenta de regarder Julien. Combien de temps ? Il répondit sans quitter l'ordinateur des yeux. 10 minutes. Peut-être moins. C'était tout le temps dont il disposait. Pour conclure, ou être interrompu, les marches recommencèrent, plus près. Plus nombreux. Cette fois,
On n'a même pas essayé de le cacher. Ces entités agissaient ouvertement. Le jeu de l'imitation était terminé. C'était désormais une occupation. Pierre ferma la dernière porte d'accès manuelle. Ils arrivent. Claire acquiesça, sans peur, sans hésitation. Alors nous aurons fini plus tôt. Le plan était en marche, le temps presse. Et pour la première fois depuis le début, il n'avait plus le contrôle total. Mais aussi, je n'étais plus complètement perdu. Dehors, l'océan commença à s'agiter. Des vagues apparaissaient sans vent. La surface trembla comme si quelque chose allait émerger. Et à l'intérieur du Aurore 2, tout convergeait vers un seul point, la fin. Ou quelque chose de bien pire. Le temps n'est plus une mesure fiable. Les minutes promises par Julien semblaient se contracter et s'étirer simultanément, déformées par la tension croissante au sein du Aurore. 2 chaque seconde était trop lourde à porter, et pourtant, elle s'écoulait trop vite. Le compte à rebours avait déjà commencé. Manuel, irréversible. Claire se tenait près du centre de contrôle improvisé, observant les indicateurs monter lentement. La surcharge était en cours, l'énergie était redirigée. La pression augmentait aux points les plus vulnérables de la structure. Le plan était simple, en théorie, pour pousser le navire à ses limites, casser, couler et tout ramener. Mais le problème n'était plus d'ordre technique. C'était ce qui allait arriver. Le premier impact est survenu sans prévenir. Une force colossale frappa la partie inférieure de la coque, provoquant une violente gîte du navire. Les alarmes éteintes se remirent en marche un instant, hurlant d'une voix brisée avant de retomber dans le silence. Pierre fut projeté contre le mur. Amélie a perdu l'équilibre, mais a continué à travailler. Julien ne quittait pas les commandes des yeux. « Ils essaient de nous rejoindre », dit-il d'une voix tendue. Sur le pont supérieur, l'eau ne se comportait plus comme une surface. Les vagues s'élevaient sans but précis, formant des cercles autour du navire. Quelque chose poussait par en dessous, mais pas seulement vers l'extérieur, également, comme si l'océan se retirait. La seconde collision était un impact latéral, plus précis, plus contrôlé. Le navire a réagi par un craquement profond, le métal cédant en un point invisible. Claire le sentit. Le temps leur était compté. Puis, les portes commencèrent à s'ouvrir, un par un, non pas par erreur, par décision. Les barrages routiers manuels n'ont pas tenu. Ces entités ne cherchaient plus à contourner le système. Ils prenaient le contrôle. Les couloirs se remplirent, non de créatures définies, mais de différentes manières, mouvements, présence. Un humain. D'autres, presque. Sophie réapparut, puis Marc. Puis, d'autres que Claire n'a pas reconnus. Ou peut-être qu'ils le reconnaissaient, mais qu'ils ne voulaient pas l'admettre. Ils n'ont pas attaqué. Ils ne couraient pas. Ils marchaient, simplement, direct, coordonné, jusqu'à la salle de contrôle, comme s'ils savaient exactement où aller. Claire resta immobile. Il n'a pas reculé. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Elle a compris à ce moment-là. Ce n'était pas un combat physique. C'était une décision. Julien la regarda. Nous ne pourrons pas les retenir. Elle hocha la tête. Ce n'est pas nécessaire. Et puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il se dirigea vers le centre de la pièce. Les organisations sont sur le point d'atteindre leur objectif. Ça s'est arrêté. Il attendit. Lorsque Marc, ou ce qu'il en restait, arriva le premier, il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Un regard fixe et vide, mais pas agressif, curieux. « Tu ne vas pas t'enfuir » demanda-t-il de sa voix parfaitement modulée. Claire prit une profonde inspiration, et il a répondu « non ». Une pause, et puis « mais vous ne partez pas non plus ». Les formes qui les entouraient se sont légèrement déplacées. « Toute votre attention », elle a poursuivi, « vous avez tous tout appris de nous ». Il regarda Marc droit dans les yeux, mais ils ont oublié une chose. Silence. Même les mouvements s'arrêtèrent. Limite. Julien a compris instantanément. Sans la regarder, il activa la dernière étape. Une surcharge finale. Les systèmes ont subi un effondrement contrôlé. L'énergie accumulée a commencé à inverser son flux. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Pression négative. Le navire n'allait pas exploser. Ça allait imploser. Et emporter tout avec vous.
Les organisations ont réagi pour la première fois, pas avec une attaque, mais avec un essai. Plusieurs voix se sont fait entendre simultanément. Appel, offre, imiter. Nous pouvons vous accompagner. Ça pourrait être toi. Nous pouvons vous améliorer. Claire n'a pas bougé. Il n'a pas répondu. Le sol commença à se dérober sous vos pieds. Les structures internes s'effondrent en séquence. L'eau s'est infiltrée par les points les plus faibles. Rapide, violent, mais ciblé. Comme si cela faisait partie du plan. Marc s'avança. Pour la première fois, urgent. Vous ne comprenez pas. Claire le regarda droit dans les yeux. Je comprends parfaitement. Il fit une pause. Et il a ajouté, « Tu n'existes que parce que quelqu'un a ouvert la porte. » Un autre pas en avant pour l'organisation. Et maintenant, vous fermez vos portes. Claire acquiesça, sans peur, sans hésitation. Pour toujours. L'eau m'arrivait déjà à la taille. Les systèmes sont complètement défaillants. La structure cède. Julien a gardé le contrôle fermement en main jusqu'à la toute dernière seconde. Valois, en arrière-plan, se contentait d'observer. Aucun regret. Indubitablement. Les entités commencèrent à perdre leur forme, ne disparaissaient pas, mais créaient la désorganisation, comme si la pression affectait quelque chose qui dépassait le cadre physique. Les voix se sont fragmentées, les schémas étaient brisés, la coordination a été perdue. Claire l'a clairement vu. Ils n'ont pas été conçus pour un tel niveau de limitation, pas de cette façon. L'implosion a commencé, pas d'explosion. Pas de lumière, seule la force. Compression totale. Le Aurore de Treizel a été abattu avec une violence absolue. L'eau a tout emporté. Couture, lumière, mouvement, tout s'est effondré en un instant. Et au milieu de tout cela, pour la dernière fois, 3 coups. Cassés, 2, mais incomplets. Échec, défait, et puis rien. L'océan retrouva son silence comme si de rien n'était. Aucune épave visible en surface, aucune nappe de pétrole, aucun signe de aurore de jeu de simples vagues indifférentes, passant par le même endroit où, quelques minutes auparavant, une structure entière s'était effondrée sur elle-même. L'implosion n'a laissé aucun témoin direct, mais il a laissé un vide, profond, définitif. Au large des côtes françaises, les informations ont été confuses dès le départ. Les systèmes de surveillance ont enregistré une anomalie de pression extrême dans l'Atlantique, suivie d'une coupure brutale de l'alimentation de plusieurs capteurs sous-marins. Puis, le silence. Officiellement, l'Aurore 3L a été classé comme perdu, suite à une défaillance catastrophique dans des circonstances inconnues. Aucun survivant n'a été confirmé, aucune cause définitive n'a été établie, et, comme dans le cas de Argonaut 7, le fichier a commencé à se fragmenter. Section supprimée. Données incohérentes, des lacunes que personne ne pouvait expliquer, mais cette fois-ci, il y avait une différence. Quelque chose avait changé dans les archives avant l'effondrement. Une séquence de données qui se répète dans plusieurs systèmes. 3 coups. Cassé, 2, et puis plus rien. Il n'y a eu aucune variation. Aucun apprentissage supplémentaire n'a été effectué. Aucun progrès n'a été constaté, comme si quelque chose avait été interrompu au milieu d'une phrase, ou raccroché avant d'avoir fini de parler. Dans les jours qui suivirent, des signalements isolés commencèrent à parvenir de différentes parties de la côte atlantique française. Des chercheurs indépendants ont affirmé avoir détecté des bruits sous-marins inhabituels. Des pêcheurs ont témoigné que leurs bateaux étaient malmenés par les vagues, même en eau peu profonde. Les systèmes de communication maritime ont enregistré de brèves interférences, toujours selon le même schéma. 3. Cassé. 2. Mais maintenant, aucune réponse. Claire Morel n'a jamais été officiellement retrouvée. Son nom a disparu des rapports publics après la clôture de l'enquête. Mais, au sein d'archives à accès restreint, un dernier enregistrement a été préservé, récupéré à partir d'un système de sauvegarde endommagé, fragmenté et quasiment illisible. On y entend sa voix pendant quelques secondes. Calme, ferme, fatigué. Si quelqu'un écoute ceci, une pause. Ce n'est pas la mer qui a changé.
plus de silence. C'est nous qui avons appris à trop écouter. L'enregistrement audio s'interrompt brusquement. Aucune conclusion. Pas d'adieu. Des mois plus tard, l'activité sous-marine dans la région a commencé à diminuer, progressivement, comme si quelque chose s'éloignait. Ne pas disparaître, mais perte de cohérence, se briser, comme un modèle qui ne pourrait se maintenir sans répétition. L'océan est resté le même, ou du moins, cela semblait continuer. Mais des marins expérimentés ont commencé à signaler quelque chose de difficile à expliquer. Un silence d'un autre genre, non pas l'absence de son, mais un manque d'intention. Comme si, quelque part trop profondément pour être mesuré, quelque chose avait cessé de répondre. Et pour la première fois depuis la disparition de Argonaut 7, on n'a entendu aucun coup. Des années plus tard, un chercheur a découvert un ancien hydrophone abandonné sur la côte bretonne. Il était endommagé, corrodé par le temps et l'eau salée. Il était néanmoins partiellement fonctionnel. Allumé par simple curiosité, il n'a capté qu'un faible signal. 3 coups, cassé. 2. Il sourit, pensant qu'il s'agissait d'une interférence. Mais il remarqua alors quelque chose d'étrange. Il n'y a pas eu de répétition, un silence total, loin, profond, et pendant un instant, presque imperceptible. Un seul rythme isolé, seul, aucun schéma, aucune réponse. Après cela, l'équipement s'est arrêté, et ça n'a plus jamais fonctionné. Des histoires comme celle-ci laissent toujours une question en suspens. Jusqu'où peut aller la curiosité humaine avant qu'elle ne devienne un risque? Si cette histoire vous a captivé du début à la fin, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne avec quelqu'un qui apprécie également les mystères profonds et les histoires qui remettent en question ce que nous croyons possible. Et dites-moi, pensez-vous que l'on puisse vraiment tirer des leçons de l'abîme, ou n'était-ce que la peur essayant de donner forme à l'inconnu?